Salut tout le monde, je m'appelle Cyril, je suis développeur front-end et aujourd'hui je vous emmène dans le monde passionnant du protocole SSH. Alors pas de panique, je vais tout vous expliquer de manière simple et accessible. Cette vidéo est spécialement conçue pour être instructive et peut-être partagée avec vos amis et collègues. Alors pas de ligne de code compliquée ici, juste des explications claires et des schémas pour vous aider à comprendre. Donc, que vous soyez de la tech sans connaissance en développement ou un débutant curieux, cette vidéo est faite pour vous. Que vous souhaitez renforcer vos connaissances ou simplement découvrir quelque chose de nouveau, alors préparez-vous à être éclairé et plongé dans le monde fascinant du protocole SSH. C'est parti, tableau. Je vais utiliser une schématisation que j'ai réalisée pour vous faire comprendre le fonctionnement du protocole SSH. Dans un premier temps, nous allons voir cette schématisation qui va cerner un concept bien connu de tout le monde et que en général tout le monde peut comprendre assez facilement. Cela concerne la sécurité de nos téléphones mobiles. Lorsque vous êtes en contact avec une personne, en général, vous allez recueillir son numéro de téléphone et cette personne va également vous donner son numéro de téléphone. Les numéros de téléphone sont un peu comme une clé d'accès à une communication entre deux personnes. Et en principe, ces numéros de téléphone, vous pouvez les partager avec qui bon vous semble. Vous pouvez les partager avec votre famille, avec des inconnus, comme vous le voulez. Mais d'une manière générale, les personnes préfèrent le partager avec des personnes qu'ils connaissent. Et donc ils vont créer une sorte de zone de confiance, ici que j'ai schématisé la Trust Zone. Ici, j'ai dessiné un cas d'utilisation où il y a deux personnes qui s'échangent un numéro de téléphone. Ces deux personnes, en principe, se connaissent. Ici, nous allons nous concentrer sur le propriétaire A. Ce propriétaire détient un téléphone qui n'est pas sécurisé. Il n'a ni entré son mot de passe pour sécuriser son téléphone et ni entré un code PIN. Tandis que le propriétaire numéro 2, lui, a verrouillé son téléphone de manière à ce qu'il soit sécurisé. Lorsque vous êtes toujours détenteur du téléphone et que le téléphone ne tombe pas entre les mains d'une autre personne, votre zone de communication est sécurisée. Et j'ai appelé cette zone la Trust Zone. C'est la zone de confiance. Vous savez donc à qui vous avez distribué votre numéro de téléphone et toutes les personnes qui vous appellent, en principe, vous les ajoutez sur votre liste de contacts. Ou alors, vous savez qui ils sont. Dans cette schématisation, on s'aperçoit que finalement, l'humain joue un rôle essentiel dans la sécurité. C'est vous qui allez décider si vous décrochez un appel ou pas. Et cette décision peut avoir un impact ou pas sur votre sécurité. Simplement, si une personne inconnue vous appelle et que vous décrochez, potentiellement, vous pouvez être sujet aux arnaques. Mais si dans votre téléphone, vous avez enregistré une personne dans votre contact list, vous êtes alors en capacité d'identifier cette personne. Ceci est enfantin et tout le monde aujourd'hui utilise ce concept pour communiquer. Seulement ici, le propriétaire A n'a pas sécurisé son téléphone. Le propriétaire A a une contact list. Nous sommes d'accord avec ça. C'est l'ensemble des personnes qui l'approuvent et la combinaison de sa propre décision plus sa contact list va faire qu'il va décrocher ou pas un appel. Vous avez également dans ce téléphone un contact history, c'est-à-dire c'est une liste historique des appels reçus. Ceci est en général généré automatiquement par le téléphone et vous n'avez pas vraiment besoin de rajouter vous-même les entrées en créant votre propre journal historique. Le téléphone gère cela tout seul. Gardez bien à l'esprit ces concepts puisque on va retrouver un petit peu le même aspect dans l'utilisation des clés SSH. Seulement voilà, la propriétaire A, elle, n'a pas sécurisé son téléphone. On va placer le verrou ici et mettre une petite croix dessus.
Alors nous allons parler justement du cas où le téléphone a été volé. Si la personne A se fait voler son téléphone par un voleur, il se pourrait que cette personne se substitue à cette personne qui va être complètement isolée puisqu'elle ne pourra plus appeler personne, et cette personne va se substituer à elle. On est d'accord que si le téléphone n'est pas sécurisé, la première chose que va faire le voleur, s'il a des intentions malveillantes, il va observer votre historique de contact pour savoir à quelle fréquence vous appelez les personnes, pour savoir si c'est des personnes en qui vous avez le plus confiance. Il va également regarder les numéros de téléphone pour savoir exactement s'il peut obtenir des informations pour cerner les personnes que vous appelez. Notamment si par exemple cette personne trouve le numéro de téléphone qui se trouverait être le monsieur B et qui pourrait être potentiellement le papa de la jeune femme qui est là, là, le niveau de confiance, il est au maximum. Et c'est donc la personne la plus facile à piéger. Il suffirait qu'il utilise le mode SMS pour envoyer des messages, pour inventer je ne sais quelle histoire, par exemple, pour essayer de soutirer un peu d'argent au malheureux papa de cette jeune femme. Maintenant, admettons, cette personne n'a pas été en mesure de voler le téléphone, mais le téléphone n'est toujours pas sécurisé. Vous êtes une personne extrêmement attentif à vos affaires et vous savez que vous ne perdez jamais vos affaires. Vous pensez que le mot de passe n'est pas forcément nécessaire et ça vous ennuie. Pourtant, c'est extrêmement nécessaire parce que une personne pourrait s'approcher de votre téléphone et vous soutirer les informations via du sans fil. Il pourrait par exemple s'approcher de votre téléphone, utiliser le Bluetooth et essayer de vous soutirer des informations. Lorsque vous avez activé le mot de passe, en principe, lorsque vous faites une communication avec un protocole, on vous demande systématiquement de confirmer le mot de passe pour accepter cette communication. Et c'est là l'enjeu de mettre absolument un mot de passe sur votre téléphone. Donc, je vous recommande fortement, si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un mot de passe. Donc, pour résumer, ce qui favorise la sécurité de votre compte est le fait de sécuriser votre appareil par un mot de passe, mais également d'ajouter une contact list qui va vous permettre d'identifier les personnes de confiance. Et c'est l'association de votre propre décision en tant qu'utilisateur de votre téléphone et votre contact list qui va faire que vous allez sécuriser votre environnement. Donc voici la schématisation que j'ai réalisée pour vous expliquer la transposition du concept simple que nous avons vu pour la sécurité des téléphones au protocole SSH. Tout d'abord, qu'est-ce que le protocole SSH? C'est un protocole de communication qui permet à des ordinateurs de discuter entre eux de façon sécurisée. SSH est l'acronyme de Secure Shell, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Vous pouvez avec ce protocole échanger des données. Vous pouvez également rentrer à l'intérieur d'un ordinateur, copier des données, récupérer des données. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez avec ce protocole de communication. Il est généralement employé sur le web et il permet aux ordinateurs et aux serveurs de communiquer entre eux. Dans cette schématisation, je vous expose le cas nominal. C'est un cas parmi tant d'autres, mais ici je vous ai schématisé un serveur n'ayant pas de firewall d'ailleurs. Je vous ai schématisé un serveur A qui est en mesure de communiquer avec le serveur GitHub par exemple, où est entreposé le code d'une application, avec un autre serveur pour d'autres fonctionnalités, mais également avec le poste d'un développeur qui lui a besoin d'accéder au serveur pour par exemple déployer l'application, configurer le serveur, etc. Et vous pouvez voir que chacun de ces éléments, chacun de ces ordinateurs a également aussi des communications avec d'autres ordinateurs, d'autres serveurs.
qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez communiquer avec un ordinateur et que l'ordinateur a besoin, tout comme avec le numéro de téléphone, d'un identifiant pour se reconnaître. Ils ne sont pas en mesure de se reconnaître comme nous pourrions le faire dans la vraie vie. Et donc, il faut nécessairement qu'ils contiennent un fichier qui indique qui ils sont et qui permettent aussi à l'autre ordinateur ou l'autre serveur d'identifier qui est en train de l'appeler. Et ceci est généralement fait à l'aide d'une clé SSH qui est stockée dans le serveur sous la forme d'un petit fichier qui peut être identifié de la sorte. C'est un type d'encodage de clé SSH, il y en a plusieurs, je ne viendrai pas sur le sujet, mais dans de nombreux serveurs, vous pourrez trouver ce petit fichier qui indique que cette clé est publique. Tout comme les numéros de téléphone, vous pouvez distribuer cette clé à n'importe quel serveur avec lequel vous voulez communiquer. Chaque serveur est en capacité, et chaque ordinateur, de posséder une clé publique SSH. RSA étant l'algorithme d'encryptage de la clé. Donc cette clé est supposée être publique et peut être distribuée entre les différents serveurs. Mais en fait, comment fait-il pour identifier qui nous sommes? À vrai dire, dans le cas du décrochage du numéro de téléphone, nous sommes humains, nous savons qui correspond à la personne entrée dans le contact. Mais l'ordinateur n'est pas en mesure de prendre une seule décision. Il ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Et donc, il faut nécessairement un autre document qui va indiquer qui est autorisé à se connecter au serveur. Ce document, en général, porte le nom de Authorized Key. Et on va le mettre ici. Nous allons d'ailleurs connecter ceci ici. Et nous allons également connecter ce petit. Voilà. Ok. On va mettre la clé publique ici. La clé publique ici. Et Authorized Key. En effet, Authorized Key est un fichier qui contient des clés publiques. Mais ces clés publiques n'arrivent pas ici par hasard. Elles sont nécessairement managées par un administrateur, un sysadmin, un DevOps ou un développeur qui aura lui-même mis la clé à l'intérieur de ce fichier. C'est là que je fais le rapprochement avec le numéro de téléphone. Lorsque vous ajoutez vous-même un numéro de contact et que vous-même, lorsque le contact s'affiche sur l'écran, vous êtes en mesure d'identifier cette personne, eh bien, le fichier Authorized Key est un peu à l'effigie de ce que je vous avais expliqué côté téléphone. Mais vu que c'est un ordinateur qui ne peut pas prendre décision, pour lui, ça représente qu'un fichier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque le développeur C va se connecter pour la première fois au serveur A, il pourra ne le faire que si sa clé a été donnée au sysadmin, DevOps ou autre développeur, et que ce développeur l'a inséré à l'intérieur de ce fichier. À ce moment-là, la clé est autorisée à se connecter. Oups, pardon. Je ne vais pas la mettre à côté, ça va être assez condensé. Mais retenez, la clé publique est donc à insérer manuellement par une personne physique, un administrateur, un développeur dans ce fichier. Et joue le rôle en quelque sorte de votre contact list et de votre décisionnaire, vous-même, celui qui possède le téléphone, par exemple pour le cas des numéros de téléphone. Il existe également un autre fichier ici qui s'appelle non-host.
Non-host, je dirais, c'est pas tout à fait le cas, mais correspond. Je vais le reconnecter. C'est un fichier également qui est dans le serveur, qui se crée automatiquement. Ce fichier, il est créé automatiquement lorsqu'une première connexion se crée avec le développeur, par exemple, qui se connecte. Cette première connexion va donner lieu à un message qui va demander est-ce que je crois à ce serveur? Est-ce que j'ai confiance à ce serveur? Et c'est bien pour ça que j'ai appelé la Trust Zone. Je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner à cette schématisation parce que lorsque vous allez vous connecter en tant qu'utilisateur, vous allez faire un appel, vous devez avoir confiance à la personne que vous appelez. Et là, c'est pareil. Vous devez faire confiance au serveur. Donc vous devez savoir quel est ce serveur, à quoi il sert, qu'est-ce que je vais y faire. Et lorsque cette première connexion est faite, moi je suis du point de vue du serveur vu comme un host, je vais être identifié comme host et je vais être inséré dans cette liste de hosts, tout simplement. Et donc ça joue un petit peu le rôle du contact historique qu'on avait observé dans le concept de la sécurité pour les téléphones mobiles. Ceci étant posé, nous pouvons maintenant aborder un sujet important qui est celui de la sécurité. Admettons que ce serveur A ne dispose pas de firewall, ou en tout cas n'a pas activé son firewall pour bien protéger les ports d'écoute du serveur. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'une personne malveillante, un hacker, ici, alors, un hacker va tenter de pénétrer dans le serveur, et il y arrive de quelque manière qu'il soit. Alors, je ne vais pas développer le sujet, mais admettons qu'il arrive à se connecter à ce serveur et qu'il pénètre dans le serveur. Je crois que vous commencez à comprendre ce qui peut se passer. Si vous avez bien suivi le concept du téléphone, lorsque cette personne est rentrée dans votre serveur, c'est un peu comme la personne qui se substitue à vous-même. Et donc il est en capacité de lire, d'obtenir de vous les clés autorisées. Les clés autorisées par exemple, il peut copier ce fichier. Il pourrait copier ce fichier. Et les non-hosts par exemple. Et là, les clés autorisées lui donnent une indication de toutes les personnes qui pourraient, et les non-hosts pourraient lui donner les indications de tous les serveurs qui pourraient se connecter à ce serveur-là. Et ça peut être à nouveau dangereux pour les autres personnes qui se sont connectées à ce serveur. Il pourrait également voler cette clé. Que se passerait-il d'après vous s'il vole cette clé? Revenons sur le sujet des clés autorisées. Nous avons autorisé, côté serveur, ici, cette clé à se connecter. C'est-à-dire que nous avons autorisé cette clé à se connecter. Ici. Mais dites-vous que ceci s'est peut-être produit avant sur GitHub par exemple. Vous avez peut-être ajouté la clé publique, cette clé RSA, cette clé, vous l'avez peut-être ajoutée côté GitHub, ici, dans les clés autorisées. Ça veut dire que le hacker est également en mesure d'aller se connecter ici. Ou même là. Ou non. Peut-être pas là parce que le développeur n'aura pas autorisé de clé. En tout cas, ces deux points sont extrêmement sensibles. On pourrait penser que c'est possible pour le hacker de se connecter, mais c'est pas aussi facile. En fait, le protocole SSH fonctionne avec ce qu'on appelle des key pairs. Ce sont des clés jumelles, des clés paires, et elles sont générées toutes les deux en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir vous connecter, en fait, il faut que le serveur vous réponde. Par exemple, nous allons prendre l'exemple du serveur D.
Si la personne a essayé de se connecter au serveur D, pour pouvoir se connecter finalement avec le protocole SSH, il faudrait que le serveur réponde. Et c'est le cas, le serveur va répondre, va renvoyer une réponse. Et là, vous dites c'est dramatique parce que la personne, il a hacké le serveur A, mais il a aussi accès au serveur D. Ben, en fait, non, heureusement. Évidemment, SSH est prévu pour ça, parce que sinon le hacker pourrait passer d'un serveur à l'autre trop facilement, et là, ça serait la catastrophe. Le protocole SSH, en principe, est un protocole. Et justement, à cette étape-là, il n'est pas encore terminé. La réponse doit être validée par le serveur qui a émis la requête. Et donc, à ce stade-là, la connexion n'est pas possible. Je vais y venir tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'un poste génère une clé SSH, en fait, il ne génère pas une clé, il génère deux clés. L'une est supposée être publique, l'autre est supposée être privée. En principe, cette clé s'appelle ID RSA, sans l'extension pub. Cela signifie que cette clé est totalement privée, elle ne devrait pas être distribuée ni à GitHub, ni aux développeurs C, ni au serveur D. Elle est totalement privée. Elle joue un peu le rôle de votre mot de passe sur votre téléphone. Et elle va justement servir à décrypter le message renvoyé par le serveur qui a probablement utilisé votre clé publique que le hacker a récupéré pour créer ce message, et seulement cette clé privée va être en mesure de décrypter le message envoyé par le serveur D. Vous avez bien sécurisé votre clé RSA, votre clé privée. En principe, le hacker ne pourra pas se connecter parce qu'il n'aura pas la clé de décryptage. Elle lui est manquante. Et donc la réponse dira connexion terminée. Donc, pour résumer, il faut focaliser l'attention et la sécurité sur la protection de la clé privée, ne jamais la distribuer, bien la protéger, et ça vous permet de garder votre sécurité et de sécuriser tous les serveurs avec qui vous communiquez. Au passage, chaque serveur qui émet une clé publique a nécessairement la clé associée privée, qui ne devra en aucun cas être distribuée à personne, tout comme votre mot de passe sur votre téléphone. Maintenant, prenons le cas du hacker qui aurait réussi à obtenir votre clé privée par je ne sais quel moyen, peut-être en la copiant depuis un support USB, en étant rentré dans votre entreprise, ou peut-être en ayant trouvé ce fichier avec des accès extrêmement larges et a pu copier le contenu du fichier. En tout cas, il a obtenu cette clé. À ce moment-là, ça peut être dommageable parce qu'en fait, là, il a tous les éléments et tout l'historique pour hacker non seulement votre serveur, mais hacker l'ensemble des serveurs qui se sont connectés avec le serveur A. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre votre serveur en quarantaine. Alors, vous allez me dire, mais en quoi consiste de mettre le serveur en quarantaine? Eh bien, il consisterait, par exemple, à activer le firewall au niveau maximal. En activant le serveur avec le niveau maximal, vous allez couper l'ensemble des connexions qui atterrissent sur le serveur. C'est-à-dire, vous avez normalement, si vous avez bien fait les choses, installé un firewall. Pas comme dans notre cas où il n'y avait pas de firewall. Et ce firewall donne accès à certains ports. Si ces ports ont été utilisés pour hacker votre serveur, il est de bon sens de les supprimer de la liste blanche du firewall parce qu'elle laisse passer l'intégralité de ces ports dans cette liste. Et donc il faut complètement supprimer tous les ports possibles pour accéder à votre serveur. L'effet escompté est que votre serveur entre en quarantaine.
Donc vous allez faire en sorte que ce hacker, il ne peut plus pénétrer, donc lui il va être coupé, connexion coupée, il ne peut plus rentrer sur le serveur. Vous allez également couper la connexion avec votre GitHub, connexion possible. Vous allez également couper la connexion avec vos développeurs. Vous allez également couper la connexion avec le serveur qui réalisait des tâches autres pour ce serveur-là. Et donc, votre zone de trust va considérablement diminuer jusqu'à ressembler à cela. Et vous avez donc mis votre serveur en quarantaine parce que là, plus personne ne peut rentrer. Et c'est la première action qu'il faut faire lorsque vous êtes attaqué et que votre clé SSH a été volée. Votre zone de trust diminue. La seconde action que je vous recommande de faire, et le plus rapidement possible, est d'aller sur le repository GitHub et de supprimer la clé publique du serveur A. Parce que actuellement, même si le hacker ne peut plus rentrer dans la zone en quarantaine dans votre serveur, il est toujours en possibilité de se rendre sur votre GitHub, de se faire passer pour vous et d'obtenir l'intégralité du code d'une application par exemple. Et là, donc, c'est la seconde chose à faire immédiatement, est d'aller retirer la clé dans les fichiers Authorized Key. Vous pourrez normalement trouver cette rubrique ici en cliquant sur votre profil, en allant dans Settings et en allant sur SSH and GPG Key. Il vous est également recommandé, lorsque vous ajoutez une clé SSH, de bien décrire à quoi elle correspond. Si vous êtes attaqué, vous pourrez identifier la clé à supprimer dans un set de clés publiques. Ensuite, je vous recommande de vous reconnecter à votre serveur. Vous n'avez plus le contrôle de votre serveur est entré en quarantaine. Comment faire puisque l'ensemble des ports a été désactivé et en principe, vous ne pouvez pas vous connecter. C'est pour ça qu'il est important de bien choisir son fournisseur de serveur. Parce que si votre hoster de serveur ne vous permet pas de vous connecter via une console, ça risque d'être relativement compliqué. Donc il vous est possible, notamment par exemple en utilisant le mode Rescue. Le mode Rescue est en fait un serveur qui est temporaire, qui vous est attribué avec un identifiant et un mot de passe qui lui va pouvoir se connecter à votre serveur sans passer par le firewall. Ce mode Rescue est vraiment important parce que le jour où vous êtes attaqué, il va vous permettre de secourir votre serveur. Ce mode Rescue, il peut également être utilisé si par exemple vous avez perdu toute connexion avec votre serveur par maladresse. Vous allez utiliser ce mode Rescue et vous connecter à votre serveur et ensuite vous allez réobtenir les fichiers initiaux du serveur et peut-être il serait de bon sens d'essayer de les copier et de les mettre dans un disque dur à part pour pouvoir les analyser. Pourquoi? Parce que ce que vous allez devoir faire également, c'est informer les serveurs et les postes de travail qui sont connectés à ce serveur qu'il faut prendre des mesures pour sécuriser leur poste de travail. Ils doivent retirer la clé autorisée dans le fichier Authorized Key, mais aussi pourquoi pas prendre des dispositions pour renouveler leur clé SSH en attendant que le serveur soit sécurisé. Et le renouvellement des clés SSH va en principe détruire les précédentes clés et toute connexion avec n'importe quel serveur sera perdue et à ce moment-là, le renouvellement des nouvelles clés va nécessiter de redonner les clés aux différents sysadmins qui sont renouvelés, par exemple à celui-ci. Le serveur, lui, reste toujours en quarantaine, mais rien ne vous empêche de continuer à travailler en redistribuant votre nouvelle clé publique aux différents serveurs avec qui vous travaillez. Au passage, votre ordinateur, lui, génère également le non-host.
Donc dans ce cas, une fois que vous avez suffisamment d'informations sur qui a été attaqué, vous allez utiliser donc les fichiers non-host pour déterminer qui s'était connecté justement, puisque le fichier non-host répertorie l'ensemble des utilisateurs, donc l'ensemble des serveurs qui sont connectés à votre serveur. Donc vous allez pouvoir bien filtrer les personnes qui se sont connectées, et donc bien alerter. Donc votre situation redevient à la normale et donc ils vont pouvoir réouvrir les ports avec le firewall, notamment OpenSSH, pour permettre aux différents serveurs de se connecter à nouveau avec leur nouvelle clé publique. Ce que vous devez retenir au final du protocole SSH pour garantir votre sécurité, même si vous n'êtes pas sysadmin, même si vous êtes juste propriétaire d'une application, c'est de demander à vos équipes ou à votre prestataire de vérifier régulièrement les clés autorisées. Effectivement, si les gens ne travaillent plus sur le projet, il n'est pas question de laisser une porte ouverte au piratage. Déjà parce que vous pouvez potentiellement créer une porte vers ces postes-là, mais en plus, vous risquez vous-même d'être attaqué si par exemple une personne malveillante utilise ces postes-là qui ne sont peut-être plus utilisés par ce développeur. Donc, c'est la chose, en tout cas, bien nettoyer ces authorized keys. Et aussi, il est important de bien verrouiller les clés privées. Enfin, lorsque vous subissez une attaque et que vous êtes sûr que votre clé privée a été volée, c'est de mettre votre serveur en quarantaine parce que là, le hacker va vraiment se faire plaisir en volant le maximum d'informations sur les différents serveurs qui ont pu se connecter avec vous et ça pourrait faire des dommages collatéraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle permettra à un maximum de personnes de comprendre le fonctionnement du protocole SSH et ainsi de favoriser l'inclusion de chacun dans le monde de la tech. Si vous avez trouvé cette vidéo satisfaisante pour découvrir le SSH, n'hésitez pas à la partager et mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à produire davantage de vidéos pédagogiques de ce style. À bientôt et restez connectés pour de nouvelles aventures pédagogiques. Bye bye.